Mesdames et messieurs, est-ce que vous nous entendez? La liaison est bonne? Oui. Oui. Oui, je vous entends. Oui, c'est bon. Bonjour, écoutez, bonjour à vous tous et tous. Merci mesdames et messieurs d'avoir dégagé un peu de votre temps pour participer à cette nouvelle conférence de presse sur la crise sanitaire. Il nous a semblé en effet nécessaire avec Pierre Priville, directeur général de l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, de pouvoir vous dire quelques mots après les annonces d'hier du ministre de la Santé qui concernent plus directement, vous l'avez vu, notre région. Et nous pourrons également, l'un et l'autre, si vous souhaitez, répondre à certaines de vos questions. Vous l'avez sans doute entendu ou compris, Olivier Véran a précisé en effet que 20 départements de métropole pourraient se voir appliquer un couvre-feu renforcé début janvier au regard de l'évolution de la situation épidémique. Et 7 de ces départements concernent la région Bourgogne-Franche-Comté. Tous les départements de la région sont concernés à ce stade, sauf le département de la Côte d'Or. La motivation de cette décision, j'y reviens d'un mot, est très claire. Elle s'explique en réalité tout à fait directement par une situation épidémique préoccupante dans la région, sur laquelle d'ailleurs le directeur général de l'ARS, moi-même, le préfet de département, appelle l'attention depuis quelque temps déjà. En effet, après une baisse très nette de la circulation du virus après le deuxième confinement, je rappelle que la région affichait juste avant ce deuxième confinement, à la fin du mois d'octobre, un taux d'incidence de près de 450, qui allait d'ailleurs parfois jusqu'à 600 dans certains départements de la région. La circulation, depuis cette baisse, depuis environ 3 semaines, 3-4 semaines, continue à augmente, elle le fait de manière régulière. Pour résumer, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais le taux d'incidence qui mesure, vous le savez, la circulation du virus, pour la population, au sein de la population, est nettement supérieur à la moyenne nationale, une différence d'environ 60 à 100 points selon les dernières journées, et plus de 2 fois plus pour le taux d'incidence concernant les personnes âgées. Les chiffres globaux sont certes moins élevés en valeur absolue qu'avant le deuxième confinement, aujourd'hui, mais il est nécessaire d'agir en amont dans un souci de prévention. Sur le système de soins, le directeur général de l'ARS pourra y venir. La tension reste très forte sur la région, avec un plateau qu'on peut qualifier de plateau très haut. C'est d'ailleurs en Bourgogne-Franche-Comté que le système hospitalier est en ce moment le plus sollicité de France, avec des capacités de réception de nouveaux patients qui sont extrêmement réduites. Je salue d'ailleurs à ce stade, à nouveau, le remarquable dévouement de nos professionnels de santé. Début janvier, c'est ce qu'a précisé le ministre de la Santé, le gouvernement, en fonction des dernières données disponibles qui seront examinées avec la plus grande attention, les départements concernés se verront appliquer un couvre-feu renforcé. C'est-à-dire que le couvre-feu sera appliqué à partir de 18h pour éviter les interactions, les brassages de fin de journée. Ce n'est pas, d'ailleurs je le précise, une mesurette, comme j'ai pu l'entendre parfois ce matin, c'est une mesure tout à fait significative qui sera prise pour enrayer la progression de l'épidémie, car tout doit être fait, je crois que chacun peut le comprendre, pour éviter un nouveau confinement avec les dommages collatéraux très importants pour notre vie économique et sociale. L'examen qui sera fait dans 2 à 3 jours maintenant, assez vite, il portera principalement sur les données de la circulation du virus et en particulier sur l'évolution des taux d'incidence. Et au-dessus d'un taux de 200, la tendance sera classement, c'est ce qui est indiqué par le ministre, classement dans les départements de couvre-feu renforcé. La réaction du gouvernement, elle est basée, mais depuis le début,
elle est basée sur une logique de proportionnalité et de territorialisation quand cela est possible et souhaitable. Il n'est d'ailleurs pas prévu à ce stade de nouvelles mesures de restriction de déplacement. Alors pourquoi la région Bourgogne-Franche-Comté est concernée par cette problématique, comme d'ailleurs l'est la région Grand Est et certains autres départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Je pense qu'il est assez en fait difficile de répondre à cette question, tant les problématiques liées à la circulation d'une telle épidémie sont complexes à appréhender. Il y a sans doute une conjugaison de facteurs, une pluralité de facteurs, un temps sans doute froid. Notre région en France a eu un temps rigoureux depuis quelques semaines. La proximité d'une frontière avec la Suisse, pays où le virus circule plus qu'en France ces dernières semaines. Le fait aussi que l'épidémie, lors du deuxième confinement, est arrivée par le sud, par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et le cumul de ces facteurs explique sans doute que nous sommes un peu plus concernés que d'autres, même si je pense qu'on peut également dire que la population de la région peut s'en réjouir, applique aussi bien qu'ailleurs, me semble-t-il, et peut-être mieux, me semble-t-il, je veux le croire, les règles de distanciation et les mesures barrières. La région est également, c'est un motif de satisfaction pour nous, le directeur général de l'ARS l'évoque régulièrement, l'une des régions de France où on teste le plus. Avec les préfets des départements de la région, nous allons aujourd'hui et demain prendre le pouls des élus et des acteurs locaux sur cette orientation définie par le ministre de la Santé. Nous les consultons d'ailleurs régulièrement dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs prévus par la crise sanitaire. En Côte d'Or, par exemple, j'organise une rencontre hebdomadaire avec les grands élus et les principaux acteurs du département pour régulièrement faire le point sur les sujets qui nous concernent et partager les données essentielles. Je pense d'ailleurs que pas trop m'avancer en indiquant que les élus comprennent la nécessité de protéger les Français, mais ils sont aussi sensibles à la proportionnalité pour éviter les dommages collatéraux que j'évoquais tout à l'heure rapidement dans mon propos. Je ne veux pas être trop long, je terminerai par un dernier message. La vaccination commence, elle a commencé d'ailleurs à Dijon, vous le savez, mais je crois qu'il faut avoir à l'esprit que la bataille de la lutte contre l'épidémie n'est pas terminée, que les gestes barrières restent absolument indispensables. Et comme l'a d'ailleurs dit le ministre de la Santé il y a quelques jours, il faut éviter de célébrer la fin d'année avec le virus. Il faut donc s'installer dans la durée, et il serait vraiment dommage de revenir en arrière après des efforts consentis de mois en mois. Je formulerai un vœu, puisqu'on est en fin d'année et que l'année 2021 approche désormais à grands pas. Le vœu est très simple, c'est que l'année 2021 soit l'année de la victoire contre le Covid-19. Je crois que c'est à notre portée et j'espère qu'en 2021 nous pourrons reprendre le cours normal de nos vies et partager ensemble le plaisir de partager certains moments qui, pour ma part, me manquent assez régulièrement. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je me permets de dire pour introduire ce point de presse. Je vais donner la parole à Pierre Prégui, le directeur général de l'Agence régionale de santé, puis ensuite nous pourrons l'un et l'autre, si vous souhaitez, répondre à certaines de vos questions. Pierre, s'il vous plaît. Merci, monsieur le préfet. Bonjour à tous. Quelques éléments peut-être de précision sur la situation épidémique qui effectivement reste très défavorable dans la région, comme nous vous le disons depuis maintenant plusieurs semaines. Alors, avant toute chose, je voudrais dire que les chiffres publiés ces derniers temps et ces derniers jours sont particulièrement difficiles à lire pour deux raisons. D'abord, on a eu, juste avant Noël, en Bourgogne-Franche-Comté comme ailleurs,
une certaine ruée sur les tests et qui a fait plonger le taux de positivité des tests de manière assez artificielle, donc, puisque un grand nombre de personnes sans symptômes et sans même situation à risque sont venues se faire tester plutôt pour se rassurer. Donc, naturellement, ça a fait plonger le taux de positivité global des tests, chez nous comme ailleurs. Autre élément qui perturbe la lecture des chiffres que nous communiquons régulièrement et qui sont communiqués chaque jour, c'est l'inclusion, puisque vous savez que ces chiffres sont calculés sur une semaine, sur 7 jours glissants, l'inclusion désormais dans ces 7 jours d'un long week-end de Noël, où à l'inverse, ils se sont réalisés beaucoup moins de tests que d'habitude, y compris de personnes symptomatiques ou ayant été exposées à un risque particulier. Et ça fait plonger un peu artificiellement le taux d'incidence qui, ces derniers jours, vous l'avez noté, est plus bas qu'il y a quelques jours, même s'il reste très élevé. Mais ces évolutions sont assez artificielles et il faut donc essayer de prendre du recul par rapport à ces évolutions de ces derniers jours. Ceci dit, même brouillés, ces deux indicateurs, taux d'incidence, taux de positivité, restent en Bourgogne-Franche-Comté les plus élevés de France. Donc rien que ça, c'est un élément qui doit nous amener à comprendre que la situation de la région est différente et plus difficile que le reste du pays. Et ces indicateurs témoignent de toute façon d'une circulation virale très élevée. Le taux d'incidence à hier soir dans la région est de près de 210, là où il est autour de 120 en moyenne nationale, donc très nettement au-dessus. Et le taux de positivité des tests est d'un peu plus de 5%, là où il est en moyenne en France de 2,9%. Et puis, avant même que le brouillage de ces chiffres intervienne autour de Noël, la tendance était quand même nettement à la hausse du taux d'incidence dans la région depuis plusieurs jours, comme nous l'avions déjà évoqué. Ceci dit, on n'est pas dans un scénario non plus d'explosion du taux d'incidence, comme on avait pu le connaître à la veille de la deuxième vague par exemple, ou au moment de la première. Donc on a une évolution et une situation défavorable, mais pas encore explosive. Et tout l'enjeu consiste à ce qu'elle ne le devienne pas. Pourquoi ? Parce que c'est mon deuxième point, parallèlement. En permettant aux gens de rejoindre leur domicile plus tôt. Donc il y a une forme de modération des interactions et des rapports sociaux à travers l'extension du couvre-feu. On l'a d'ailleurs vu lors du mois de septembre, hein, on a appliqué le couvre-feu dans les métropoles, ça a eu un effet assez net de modération de l'évolution de la circulation du virus. Donc le couvre-feu a un impact sur les rapports sociaux. Et en le durcissant, en restreignant la durée de sortie des personnes, travail, dans les activités commerciales, je pense qu'on agit directement sur la circulation du virus, qui est lié, vous le savez, hein, qui est lié finalement au brassage des personnes, au contact entre les personnes. On est prise pour combien de temps 2 semaines, 3 semaines, 1 mois Oui, le gouvernement n'a pas fixé de date. Tout cela est suivi de manière très, vous l'imaginez bien, extrêmement régulière, quotidienne. Hein. Les données sont analysées au niveau national et le dispositif peut évoluer dans un sens ou dans un autre. Hein. C'est le principe même de l'action publique depuis l'origine. S'il y a une dégradation, des mesures sont prises. Si les choses évoluent favorablement, on peut imaginer un desserrement du dispositif qui est prévu. Mais il est vraiment trop tôt pour en parler. Monsieur Pouillet, vous parliez d'un risque majeur pour le nouvel an. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être du dispositif policier et gendarme qui sera mis en place dans la région demain soir et plus particulièrement pour le département de la Côte-d'Or? Oui, je rejoins sur l'enjeu que représente le 31 décembre. Il y aura un dispositif dans chacun des départements de région, sous l'autorité des préfets de département, avec une mobilisation forte sur le terrain des forces de police, de gendarmerie
et des services d'incendie et de secours. Sur la Côte d'Or, pour vous donner quelques données, ce sont 540 policiers, militaires de la gendarmerie et militaires du dispositif Sentinelle, ainsi que les sapeurs-pompiers qui seront mobilisés ce soir-là, hein, c'est-à-dire demain soir, hein, sur l'ensemble du département. La consigne qui a été donnée au service de police et de gendarmerie, c'est de procéder à des contrôles pour le respect d'un certain nombre de mesures. Je les rappelle en quelques mots. Il y a d'abord le couvre-feu qui s'applique demain soir, il est applicable demain soir. À la différence du 25 décembre, le couvre-feu a été maintenu pour le 31 décembre. Donc les forces de l'ordre contrôleront l'application du couvre-feu avec l'absence de circulation sur la voie publique entre 20h et 6h du matin. J'ai pris également, il y a une quinzaine de jours, des mesures locales par arrêté préfectoral. C'est par exemple l'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique, l'interdiction de détention, d'usage et de transport de fumigènes, de mortiers, de pétards ou d'engins pyrotechniques, l'interdiction de la distribution, de la vente et de l'achat de carburant emporté, et l'interdiction de transport d'acide ou de tout produit inflammable ou chimique. Ces mesures s'appliquent le 31 décembre. Donc les forces de l'ordre auront pour mission de veiller au respect de ces mesures et de verbaliser les infractions constatées. Moi j'en appelle, comme le directeur général de l'ARS, vraiment au civisme et au sens des responsabilités de chacun demain soir, hein, pour éviter que cette journée soit marquée par un rebond épidémique, qui est un enjeu particulier. Vous le voyez bien, il est plus fort dans notre région puisque nous avons une situation nettement plus favorable que la moyenne. Donc le respect des mesures de précaution, de distanciation, la règle des 6 convives à table, elle est encore plus essentielle dans notre région, dans les différents départements de notre région. J'irai d'ailleurs moi-même... Oui, pardon. J'irai d'ailleurs moi-même accompagner les forces de police et de gendarmerie qui sont présentes sur le terrain demain, et j'irai saluer les différentes équipes des services publics qui sont mobilisés demain pour la sécurité, la tranquillité de tous et le maintien de l'ordre public. Je me rendrai au camp de gendarmerie, j'irai saluer un équipage de police sur Dijon, j'irai à la maison d'arrêt, je saluerai les équipes du CHU, j'irai saluer les équipes de Sentinelle, je me rendrai saluer les sapeurs-pompiers dans une caserne de gendarmerie de Dijon. Je me déplacerai, c'est bien normal, hein, pour saluer toutes celles et ceux qui travaillent ce soir-là pour assurer la sécurité de leurs concitoyens. Vous parlez de la règle des 6 convives à table, elle ne fera pas l'objet de contrôle de la part de la police et de la gendarmerie? Non, il n'y a pas dans ce pays de possibilité de contrôler les domiciles privés. C'est une recommandation qui est faite, vous le savez, à nos concitoyens, une forte recommandation. Elle est, je crois, comprise d'ailleurs par nos concitoyens, car vraiment elle joue un rôle important pour éviter la propagation du virus. Pardon, j'avais une question. Est-ce que vous pouvez revenir sur la concertation avec les élus que vous avez rencontrés? Est-ce qu'il y a encore des choses outre les critères de quoi vous avez parlé, est-ce qu'il y a encore des choses à négocier? Qu'est-ce qui va se passer? Merci. L'enjeu, si vous voulez, c'est d'avoir un peu une appréciation. Hein. Le gouvernement, pour la gestion de cette crise sanitaire, souhaite connaître le point de vue de nos élus, qui représentent les territoires, pour savoir comment ils voient les choses. Que pense-t-il des mesures qui sont prévues, hein? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'elles sont adaptées? Permettre d'avoir une opinion. Responsables des collectivités, nous en ferons part, le préfet de département de la région et moi-même, le directeur général de l'ARS également dans son domaine de compétences. Nous remonterons ça au niveau ministériel pour que le gouvernement prenne les décisions les plus adaptées.
le gouvernement fixe un cap, c'est quand même son rôle. Les enjeux sanitaires dans notre pays relèvent de l'autorité de l'État, de la responsabilité de l'État, mais il y a un souci important, primordial, de dialogue avec les élus pour que les dispositions soient les plus territorialisées possibles. Et en fonction de ce qui va se dire, est-ce que ça va aller plus loin qu'un couvre-feu à 18h, par exemple? C'est pas l'hypothèse préférentielle envisagée, mais enfin, sur ces sujets, si vous voulez, il y a une capacité d'adaptation permanente en fonction de la façon dont les choses sont comprises, ressenties sur le terrain. Donc nous allons faire remonter ça, les uns et les autres, au niveau du gouvernement. Une question par rapport à la rentrée scolaire lundi. Est-ce qu'il y aura des mesures renforcées? Est-ce qu'il y aura des nouvelles mesures lundi pour la rentrée scolaire? Non, nous sommes sur le schéma habituel pour la rentrée dans les écoles. Il n'y aura pas d'évolution du dispositif. J'ai une question pour M. Priby, s'il vous plaît, plus particulièrement. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur. Oui, excusez-moi, c'est Jean-Pierre Tellier, l'Esprit républicain. Qu'il faille des critères administratifs, c'est une évidence, mais ne craignez-vous pas, alors que l'opinion est quand même un petit peu déroutée par la communication du gouvernement et par certaines choses, ne craignez-vous pas que cette carte avec la Côte d'Or isolée au milieu du reste de la région, alors que c'est un lieu de brassage et de croisement, ne craignez-vous pas que ça rende un peu perplexe l'opinion si elle n'a pas le même sort que les autres départements? Non, mais avant même cette question de couvre-feu, tout ce que nous avons indiqué en termes de vigilance, de respect des mesures prises, de respect des gestes barrières, est valable absolument pour toutes les régions, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Après, pour la mesure additionnelle que constitue le renforcement du couvre-feu, il est quand même normal que le gouvernement fixe un critère de façon à garantir une égalité de traitement entre les territoires. Donc, quelque part, il en faut bien un, c'est celui qui a été déterminé, et puis ensuite, il y a un dialogue engagé avec les élus des territoires qui peut amener à faire bouger les lignes autour de ce critère. Mais voilà, on ne peut pas à la fois vouloir une territorialisation et vouloir que toutes les mesures s'appliquent exactement pareil partout, indépendamment des différents objectifs. Donc on est un peu dans ce paradoxe, effectivement, d'une demande de territorialisation et de prise en compte fine de la réalité de chaque territoire, et à chaque fois que c'est fait, le reproche du coup de l'inégalité de traitement à laquelle cela conduit. Il faut trouver évidemment un bon équilibre entre tout ça, et c'est aussi pour ça qu'il y a une place laissée de quelques jours pour dialoguer avec les élus qui représentent les populations de tous ces territoires. Mais cette situation particulière de la Côte d'Or, vous pensez la revoir enfin à court terme, parce que bon, M. Préville le sait mieux que quiconque, ce virus il bouge quand même. Donc ce statut particulier qui est confirmé, il sera là combien de temps? Non, mais Pierre Priville a parfaitement répondu à cette question. Il n'y a pas de statut particulier de la Côte d'Or, ça n'existe pas. Effectivement, ce virus circule, les choses sont évolutives. Simplement, il y a le souci du gouvernement de traiter des situations sur des critères opposables, objectifs à chacun. C'est un souci d'égalité de traitement. Là, des critères sont fixés. Il se trouve que la Côte d'Or est un peu en dessous des critères, raison pour laquelle le ministre de la Santé, dans la carte qu'il a présentée hier, n'a pas intégré le département de la Côte d'Or. Voilà, ce n'est en réalité que ça. Toutes les autres mesures s'appliquent, notamment le couvre-feu, s'applique naturellement en Côte d'Or comme ailleurs. Là, il s'agit du durcissement du couvre-feu à 18h. Mais les échanges que nous avons avec les élus, les observations que nous ferons aujourd'hui et demain, des taux d'incidence, d'autres appréciations également que nous pouvons porter sur la crise sanitaire, nous les ferons remonter au gouvernement qui prendra la décision définitive.
Voilà, on est bien, si vous voulez, sur un souci d'adaptation, mais d'adaptation sur des critères clairs et objectifs, permettant à chacun de se situer. Et quel est le meilleur critère que celui de la circulation du virus, hein, pour que chacun le comprenne au mieux. Et donc, il ne faut pas exagérer les situations, mais il ne faut pas non plus pénaliser les territoires où la situation est en meilleure position. Voilà, on est sur ce souci d'équilibre permanent qu'évoquait le directeur général de l'ARS. Pour M. Pelli, pardon, sur la vaccination, quels arguments va déployer l'ARS pour convaincre les soignants de se faire vacciner? On entend dire qu'il y a pas mal de soignants qui n'auraient pas envie de se faire vacciner. Bon, il y a beaucoup de on-dit et de réseaux sociaux. L'ARS n'a pas du tout l'intention de procéder par injonction administrative ou message publicitaire administratif. La vaccination, c'est un acte de soin. Et donc il relève d'un échange entre chaque individu, qu'il soit soignant ou pas, et son médecin traitant. Et c'est vraiment ça, c'est ce dialogue-là entre le médecin et son patient qui est le seul à même d'ailleurs de générer une prescription et expression d'un consentement et donc une vaccination. Et c'est donc ça le vrai levier pour améliorer la couverture vaccinale dans le respect des priorités établies par la Haute Autorité de Santé. Donc on a vraiment, nous, notre travail, c'est que les médecins, et en particulier les médecins traitants, aient accès à toute l'information dont ils ont besoin pour assurer ces prescriptions, et que ensuite, évidemment, les vaccins soient mis à disposition de ces mêmes médecins pour assurer les vaccinations. Donc on n'est vraiment pas dans une logique d'injonction administrative ou autre, on est dans une logique de rendre possible, dans les meilleurs délais, la vaccination de ceux qui en ont besoin. Cette vaccination et sa prescription, elle relève vraiment d'un acte de soin et d'une prescription individuelle, patient par patient, et donc d'une décision médicale. Toujours par rapport à la vaccination. J'avais une question sur la vaccination aussi juste. Pour la Nièvre, le lancement de la campagne de vaccination, vous savez quand il est prévu? Alors, dans tous les départements, le schéma est le même, c'est-à-dire que d'ici à la mi-janvier, il y aura quelques établissements, on va dire pilotes, qui ont été volontaires. Hein. Encore une fois, on n'est pas dans l'injonction et dans la brutalisation de qui que ce soit dans cette affaire. Donc il y en a une vingtaine dans toute la région et dans chaque département il y en a au moins un. Donc ça nous amène à la mi-janvier. Et à partir de la mi-janvier, on entrera plutôt dans un régime permanent où tous les établissements, quelque part, ont vocation à intégrer la campagne de vaccination, quel que soit leur statut, public comme privé, dès lors qu'ils hébergent des personnes âgées, donc des personnes de plus de 65 ans. Dans la Nièvre, vous savez quel est le site pilote, justement? Je ne sais pas de tête, mais dans l'après-midi, on communiquera à l'ensemble des médias la liste précise, puisque vous êtes nombreux de m'avoir demandé. Donc dans l'après-midi, on vous communiquera cette liste. Très bien, merci. Et pourquoi seulement 20 EHPAD, en fait, dès le début janvier, en fait Donc l'idée, c'est d'engager des opérations pilotes. Hein. Encore une fois, que seuls 20 EHPAD conduisent l'opération complète, hein, j'avais compris la vaccination jusqu'à la mi-janvier, ne veut pas dire que tous les autres attendent que ça passe. En réalité, les opérations, elles ont commencé partout, puisque la première étape, c'est la prescription et le recueil du consentement des personnes. Et ça, c'est une étape qui est en elle-même assez longue, puisque le choix qui a été fait par le gouvernement, c'est pas de faire de l'abattage et de la vaccination à la chaîne, c'est de rendre possible une consultation pré-vaccinale entre chaque patient et son médecin traitant habituel. Donc ça suppose par exemple dans un EHPAD où vous avez plusieurs médecins traitants, puisque chaque patient est libre de recourir au médecin traitant de son choix, et bien que ces consultations puissent se dérouler. Et ça a déjà commencé, et ça a commencé partout. De même, tous les établissements ont commencé à préparer tout simplement la logistique de leur campagne vaccinale. Donc, en réalité, à l'heure où on se parle, tous les établissements concernés
ont engagé les travaux de cette campagne vaccinale, mais l'idée de choisir quelques établissements dans tous les départements était de permettre d'aller jusqu'au bout et donc aussi d'éprouver la chaîne logistique dans un certain nombre d'établissements, à condition bien entendu qu'ils soient volontaires. Encore une fois, il n'a pas été forcer la main de qui que ce soit dans ce choix. Madame, est-ce que vous auriez la liste des départements concernés pour le département de la Côte d'Or, des établissements concernés par la vaccination? Oui, même réponse qu'à votre collègue tout à l'heure. On vous transmettra à tous la liste dans l'après-midi. Vous aurez comme ça la liste. Bon, dans la Côte d'Or, vous savez déjà, par exemple, que puisque ça a quand même été un des premiers lieux en France, que ça a commencé au centre gériatrique du CHU de Dijon. Et ce qui me permet d'ailleurs de répondre à une question qui m'est souvent posée, c'est qu'il y a eu effectivement les premières vaccinations dimanche, mais depuis ça continue, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une opération de communication. L'établissement dispose des vaccins et mène tranquillement mais sûrement la campagne de vaccination en son sein. Et c'est sur le même mode que les autres, la vingtaine d'établissements concernés dans la région vont rentrer dans ce cycle. Une question pour M. Pruville. Vous parliez tout à l'heure de 180 personnes en réanimation. La peur d'une nouvelle vague qui pourrait arriver, est-ce que ça a été anticipé pour une ouverture de lits supplémentaires dans d'autres établissements ou même au CHU? Oui, alors évidemment, il y a le scénario d'une troisième vague ou d'une deuxième vague bis, parce qu'en fait, on n'est pas sorti de la deuxième. Vous voyez bien qu'on est encore dedans. Il est non seulement redouté, mais aussi préparé. Et quelque part, malheureusement, les établissements de la région l'ont déjà fait 2 fois. Donc, on sait ce qu'on peut faire, on sait aussi où est la limite. Le problème, et la grosse différence, parmi les grosses différences entre notre situation d'aujourd'hui et celle qui était la nôtre à la veille de la deuxième vague, c'est que les lits sont déjà pleins de patients atteints de Covid. Donc on ne part pas, si demain une troisième vague ou une deuxième vague bis, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, à nouveau redémarrer, on partirait d'une situation déjà tendue. Et c'est ça la grosse difficulté de notre région, de même que la région Grand Est, à nos frontières, parce qu'il y a une limite quand même à ce que peuvent faire les hôpitaux dans la région. Ils ont déjà très largement repoussé cette limite pendant la première vague, pendant la deuxième, ils sauraient évidemment le refaire pour la troisième, mais la marge est beaucoup plus étroite, puisqu'on a déjà 1800 patients hospitalisés depuis maintenant de très très nombreuses semaines. Je précise que ce ne sont pas les mêmes, il y a des patients qui rentrent et qui sortent, mais vous avez quand même en permanence 1800 patients atteints de Covid qui sont pris en charge par les hôpitaux de la région. Merci. Par rapport à la vaccination, donc ce que vous disiez, c'est donc 20 établissements concernés jusqu'à la mi-janvier, et à partir de la mi-janvier, c'est-à-dire que tous les autres établissements, donc l'État de l'unité de soins longue seront concernés seulement par la vaccination. Tout à fait, selon 2 modalités différentes. Ceux qui sont les EHPAD publics, qu'ils soient rattachés juridiquement ou pas à un hôpital, seront alimentés par l'hôpital de leur territoire, le principal hôpital de leur territoire. 9 hôpitaux de la région vont jouer ce rôle de stockage de vaccins et d'approvisionnement des EHPAD et des CLD publics de leur territoire. Et pour les EHPAD privés, ils seront alimentés via leur pharmacie de ville de référence à une date qui leur sera annoncée à l'avance. Donc c'est un autre mode d'approvisionnement et qui leur sera annoncé là, dans les jours qui viennent, de façon à ce qu'ils puissent se préparer et quand même une quinzaine de jours à l'avance pour qu'ils puissent tranquillement et de faire recueillir à la fois les prescriptions et les consentements des personnes qui seront vaccinées. Et donc vous dites que l'ensemble des EHPAD, les 450 EHPAD et les unités de soins, ont déjà engagé des travaux pour permettre justement cette remise en relation entre les patients et les médecins. Tout à fait. Donc ils ont, en fait, ça fait déjà un mois qu'on se prépare à tout ça, au moins. Ils ont reçu d'ailleurs, il y a 2 semaines, ou la semaine plus exactement, tout début de semaine dernière, un guide pratique pour préparer l'opération de vaccination. Et ils s'attellent tous à cette préparation. C'est pour ça que, comme je vous dis, il ne faut pas vraiment, ne vous imaginez pas qu'à l'heure où on se parle, il n'y a que 20 établissements qui s'organisent. Il y en a 20 qui vont plus vite que les autres parce qu'ils ont été volontaires pour cela,
mais tous les établissements sont déjà très engagés, même dans cette période de congé de fin d'année, dans la préparation de leur campagne vaccinale. Pour vous, ce démarrage, il n'est pas trop lent. Il est respectueux du rythme auquel les prescripteurs doivent prescrire et réaliser les consultations. Donc ce qui compte à la fin, c'est le nombre de personnes qu'on aura réussi ainsi à protéger, puisque vous voyez bien qu'il y a toujours deux cibles dans une vaccination. La première cible, c'est de protéger individuellement les personnes qui vont être vaccinées, et c'est pour ça qu'on commence par les personnes les plus fragiles. Et puis à terme, et ça c'est vraiment à terme, c'est dans plusieurs mois, le fait qu'on ait individuellement protégé un certain nombre de personnes va finir par donner une protection collective à toute la population. Et ça c'est vraiment un objectif à plusieurs mois. C'est pour ça qu'il faut à la fois évidemment se réjouir du fait qu'on ait un vaccin déjà disponible, parce que c'est quand même une perspective de sortie du tunnel qui est réelle et sérieuse. Et en même temps se dire que pour autant, en attendant, il va falloir tenir. Donc, ce qui compte, c'est que les résidents en question aient accès à une consultation prévaccinale sérieuse, que leur consentement soit sérieusement recueilli, voilà, qu'on ne traite pas leur situation par-dessus la jambe, et bien de manière individualisée, comme le veut la pratique médicale, et qu'ensuite, bien sûr, ils aient accès à ce moment-là au vaccin dans les meilleurs délais. Mesdames et messieurs, voyez-vous d'autres questions? Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi. Donc la décision pour le couvre-feu, le durcissement du couvre-feu sera possible le 1er. C'est ça. Mise en application le 2. Oui, c'est le scénario envisagé. Mais pour les gens qui sont en vacances, qui seront effectivement, doivent revenir dans les départements en couvre-feu. Oui, il n'y a pas, si vous voulez, le ministre de la Santé l'a précisé hier, il a été questionné sur ce sujet, il n'y a pas de nouvelles restrictions de déplacement. Donc on reste dans le cadre qui existe aujourd'hui. Donc les personnes pourront effectivement rentrer de leur lieu de vacances. Lorsque ce lieu de vacances est en dehors de l'un des départements de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et concernant les dérogations, il y aura des dérogations possibles pour braver entre guillemets le couvre-feu à 18h. Voilà, il faut peut-être attendre qu'on ait le détail du dispositif, mais je crois qu'on sera dans le cadre habituel des dérogations habituelles que nous appliquons aujourd'hui, pour le couvre-feu d'aujourd'hui. Il y a des dérogations possibles, elles sont limitatives, mais elles sont possibles. Ce sont par exemple les nécessités de services publics, dérogations pour certaines professions, enfin, il y a des déplacements impérieux pour des raisons familiales. On va retrouver le cadre général, je crois, qui encadre aujourd'hui les déplacements dans le cadre du couvre-feu. Les transports scolaires, par exemple, oui, c'est ça, les transports scolaires, oui, c'est ça. Et la décision du 1er janvier sera prise en fin de journée? Ça, je ne peux pas vous le dire, madame. Dommage. C'est pas possible. Alors, le 2 janvier, c'est dimanche, non? Oui, le 2 janvier. Oui, c'est samedi, oui, c'est samedi. Oui. Et le 1er, c'est vendredi. Oui, c'est samedi. Oui, d'accord. Est-ce que vous faites une soirée Non, vraiment, je ne suis pas dans le secret des dieux là pour apprécier l'heure de la décision. Là, vous demandez beaucoup là. Ah, merci. Je vous remercie. Par rapport au dispositif des 540 policiers, gendarmes, militaires et pompiers que vous avez évoqué pour la Côte d'Or pour demain soir, c'est beaucoup plus que d'habitude, c'est le double, est-ce que vous auriez un ordre d'idée à ce propos? Alors non, j'ai pas fait la comparaison, mais c'est un dispositif plus important. La mobilisation est plus forte qu'à l'habitude. Parce que nous souhaitons vérifier le couvre-feu, l'application du couvre-feu. Ça, c'est une donnée nouvelle par rapport à l'année dernière. Donc c'est pas le double, c'est un peu moins. Parce que le plus important, c'est assez vague. Non, mais je ne peux pas vous donner des précisions. Je n'ai pas vérifié ce point.
Je sais qu'on a demandé plus aux forces de police et de gendarmerie, aux sapeurs-pompiers qu'à l'habitude, mais je ne peux pas vous dire à quelle proportion, selon quelle proportion. Je peux vérifier si vous le souhaitez. Hein? Ah oui. Ben, je vais vérifier, puis je vous le fais savoir. Hein? De qui s'agit-il? Merci beaucoup. Vous êtes de quel organe de presse? France Bleu Bourgogne. Voilà, on va vous rappeler, monsieur. Hein? Merci beaucoup. Merci. Pour la mienne, est-ce que je pourrais avoir les deux taux d'incidence? Je crois que chez nous, c'est surtout le taux d'incidence sur les personnes âgées qui est vraiment Oui. dû, mais je n'ai pas les derniers chiffres. On va vous donner les taux qui ont servi à appuyer la décision, qui est l'orientation qui a été prise hier. Voilà, hier soir, on était à 190, donc c'est tout juste sur le taux d'incidence de population générale dans la Nièvre, mais à 290 pour les plus de 65 ans. Voilà, c'est bien cette analyse des deux critères, et comme nous le disions, si l'un d'entre eux est supérieur à 200, le département est susceptible de basculer dans le système de couvre-feu renforcé. C'est l'un des deux, c'est bien ça. L'un des deux, Donc c'est là, ça. c'est très bien. D'accord. Donc là, a priori, c'est bien. C'est le cas Voilà, à travers le à taux d'incidence suivre, personnes âgées que nous allons suivre ces 2 prochains jours. Voilà, puisque chaque jour, ces taux sont recalculés, puisqu'ils sont calculés sur 7 jours glissants. Donc, il y en aura un nouveau chiffre ce soir, et puis encore un nouveau demain soir. Et ce sera celui-ci qui fera foi pour le choix du gouvernement le premier. Puis ce sera le taux de ce soir le 30 décembre et le taux de demain le 31 décembre. Oui, c'est ça. Je pourrais avoir la même chose pour Lyon, s'il vous plaît. Oui. On va vous donner. Lyon, on était un peu plus de 170 en taux d'incidence en population générale, et on était à 200 tout pile pour les plus de 65 ans. C'est un peu fastidieux, mais est-ce que vous pourriez faire cet exercice-là pour les départements de la région? Allez, bon, tant qu'à faire. On s'y attendait. Donc la Côte d'Or, alors vous allez voir, hein, c'est ténu puisqu'on est à 186 très exactement sur le taux d'incidence en population générale et 189 pour les plus de 65 ans. Donc c'est là où on vous disait que ces chiffres, voilà, évidemment, dans les jours qui viennent peuvent bouger et comme on est nulle part très loin des 200, peuvent amener à une décision finale un petit peu différente de la situation d'aujourd'hui. Sur le Doubs, on est par contre très au-delà sur les 2 indicateurs, 260 en population générale et plus de 290 chez les plus de 65 ans. Même situation dans le Jura, où on est à près de 260 pour la population générale et près de 320 pour les plus de 65 ans. La Nièvre, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc 190 en population générale, 290 pour les plus de 65 ans. La Haute-Saône, c'est l'indicateur population générale qui est au-delà de 200, puisqu'on est à près de 240. On était un peu en dessous hier soir, toujours pour les plus de 65 ans, puisqu'on était à un peu plus de 180. En Saône-et-Loire, on était à près de 180 en population générale, mais près de 230 pour les plus de 65 ans. Lyon, je l'ai dit tout à l'heure, 170, plus de 170 pour la population générale et 200 pile pour les plus de 65 ans. Les territoires de Belfort étaient à près de 200 en population générale et plus de 230 pour les plus de 65 ans. Voilà, donc ça vous donne un peu une physionomie des différents départements de la région. Ce sont ces données-là sur lesquelles le gouvernement s'est appuyé pour prendre la décision d'hier. Vous disiez qu'à l'heure où on se parle, les lits sont déjà pleins avec cette crise sanitaire. Est-ce qu'il est prévu sur le long terme une augmentation des capacités hospitalières dans la région? C'est ce que je vous dis, c'est qu'il y a quand même une limite. Les hôpitaux ont déjà considérablement étendu leur offre possible, à la fois en médecine et aussi en réanimation.
ils l'ont également fait au détriment d'autres activités, parce que je vous rappelle qu'à l'heure où on se parle, il y a encore beaucoup de déprogrammation de soins, par la force des choses. Mais il y a une limite, et la limite, croyez-moi, elle n'est pas tant immobilière ou mobilière, quand on parle souvent de lits, mais ce ne sont pas les lits qui manquent, ce sont les compétences pour prendre en charge autant de patients. Donc on arrive franchement aux limites de ce que l'on peut exiger de notre système de santé. On sait bien d'ailleurs dans beaucoup de nos territoires, y compris d'ailleurs en dehors d'une période de crise, que l'on ne trouve pas comme ça, juste en se baissant, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants. Derrière, ce sont des hommes et des femmes. C'est ça le facteur limitant. Je ne crois pas qu'il faille s'imaginer qu'on pourrait comme ça, en claquant des doigts, déployer encore des lits, des centaines et des centaines de lits supplémentaires pour accueillir un afflux de patients supplémentaires. Aujourd'hui, on est sur un très haut plateau sur lequel, parce qu'en fait, chaque jour, il entre à peu près autant de patients qu'il en sort. Si il venait à entrer plus de patients, et que du coup, le nombre de patients total à prendre en charge pour cette seule pathologie, c'est juste une seule pathologie, devait augmenter à nouveau, on entrerait dans des tensions absolument considérables. Je vous rappelle qu'on s'habitue à ce chiffre, mais 1800 patients, c'est absolument énorme, et c'est plus de 400 de plus qu'au pic de la première vague, qui avait déjà été très douloureux, et en plus, ça fait des semaines que ça dure. Donc, non, il ne faut pas s'imaginer qu'on en a sous le pied et qu'on est capable, comme ça, d'accueillir un afflux à nouveau considérable de patients à partir de la situation où nous sommes aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? Madame, de votre côté. Bien, écoutez, nous restons... Oui, je vous en prie. Excusez-moi, oui. mon temps de réaction n'est pas très rapide. On va bien recevoir les établissements, les EHPAD qui sont pilotes pour chaque département. Vous allez nous envoyer ça par mail? Oui, tout à fait, oui. Vous allez le recevoir. Parfait. Très bien, écoutez, merci mesdames et messieurs pour votre disponibilité. Nous restons les uns les autres à votre disposition sur un sujet de cette sensibilité. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, malgré tout ce qu'on vient de dire. On se souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. En petit comité, dans le respect des gestes barrières. Mais ce que nous perdrons en nombre, on va le gagner en intensité, je l'espère. Merci à vous tous et tous, et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, madame. Merci.